Merci David, merci Caroline, merci à Stéphane et Régis également. Ces éléments permettent déjà de nourrir le panel de questions qui vous sera autorisé dans quelques instants. Je voudrais juste compléter mon intervention et donc vous la proposer comme étant déjà un effort de synthèse. Donc elle n'apportera pas beaucoup de valeur ajoutée, mais elle s'appuie sur ce que nous avons déjà entendu. En tout cas, nous avions à traiter de la question de la gouvernance et de la dimension de la résilience, donc la gouvernance au service de cette construction ou du renforcement de la résilience. Nous avons, à travers les présentations qui nous ont été proposées, eu déjà un bel exposé de ces axes, en tout cas des objectifs qui étaient poursuivis par la résilience. Par la gouvernance publique locale ou la gouvernance territoriale au service de la résilience. Encore faut-il qu'on s'entende sur cette dimension de la résilience. L'idée n'est pas de refaire, bien entendu, de repartir sur une analyse théorique ou de remettre tout le jargon autour de cette dimension de la résilience, mais on entend bien que ces dernières années, ce mot est revenu à la mode, il est remobilisé, dans une façon, bien entendu, toujours étant positive, dans l'idée que les territoires, face aux différents chocs, certains d'entre eux nous ont été exposés, se doivent, bien entendu, ou de retrouver une santé, ou de recouvrer finalement leur niveau d'avant la crise, et puis certains vont plus loin, puisqu'il ne s'agit pas simplement de se rétablir à un niveau, mais aussi de mobiliser cette transformation, on l'a vu tout à l'heure à travers l'exercice d'apprentissage, pour se transformer et aller plus haut, puisqu'on est en une période de Jeux Olympiques, plus haut, plus vite et plus fort, pour pouvoir sortir de cette expérience, encore une fois, avec de nouveaux objectifs et en tenir compte. C'est une résilience qui est un objectif qui doit, bien entendu, répondre à un ensemble de crises de sources multiples. On a examiné par rapport aux dimensions des crises écologiques, mais on l'a bien vu sur ce qui traverse nos territoires depuis maintenant plusieurs années, des crises politiques, sociales. Cette résilience, elle peut, bien entendu, toucher, concerner, examiner ce qui doit se passer au niveau de l'individu, donc au niveau le plus microscopique, en quoi l'individu, le citoyen, l'acteur, l'entrepreneur, le salarié renforce-t-il sa résilience pour pouvoir agir au sein de son organisation, au sein de son territoire et apporter les meilleures réponses possibles. Au sein de l'économie, et donc un ensemble, si je fais écho à ce que nous a présenté Stéphane tout à l'heure sur comment je rends plus robuste finalement mon territoire en matière d'infrastructure, mais aussi à travers ce que nous disait Régis, comment je mobilise également les dimensions financières et un ensemble d'autres facteurs me permettant de renforcer la capacité de mon économie à pouvoir faire face aux chocs auxquels celle-ci serait exposée. La résilience dans le domaine environnemental, c'était bien entendu la colonne vertébrale à travers la transition énergétique, la transition écologique qui nous était posée, la volonté bien entendu de faire face au choc de la crise climatique et en même temps de la nécessité de décarboner. La résilience institutionnelle, et c'est bien entendu le trait d'union avec la colonne vertébrale de notre table ronde, puisque cela interroge la capacité de notre gouvernance à pouvoir justement mobiliser les outils, les ressorts, les facteurs, les éléments, les key factors qui nous permettent justement d'aboutir à cette meilleure efficacité de la gouvernance. Et puis, David l'a dit, la résilience en matière de gestion de notre club, c'est-à-dire la gestion de la démocratie, parce que celle-ci aussi est mise à rude épreuve et que si, à travers les actions que vous mettez en place, si cette transition, si cette action en matière de résilience n'est pas juste, comme on dit en Europe de la transition juste, eh ben, c'est bien entendu cette démocratie qui peut être écorchée et mise à rude épreuve. Une fois qu'on a dit cela, ça signifie qu'il s'agit de poser, je regarde Cécile, c'est 27 et 15, donc il faut que vers les 7 et 5, 12, 30, 42, il faut que je puisse avoir terminé. Et donc, avant, donc 40. Donc, quel objectif au service de cette action en matière de gouvernance au service de la résilience? Ça interroge finalement le rapport au futur des territoires. Est-ce qu'on est réactif? Est-ce qu'on va chercher uniquement à attendre que la tempête passe ou que la vague arrive et puis faire en sorte qu'on puisse construire des digues, ou est-ce qu'on est proactif? On dit voilà, quand c'est bon pour le golfe de Gascogne, ben c'est sans doute bon aussi pour le territoire et j'ai intérêt à me protéger, j'ai intérêt à construire des digues, ou est-ce qu'on est proactif avec une dimension encore plus ambitieuse dans l'idée que voilà ce que je veux pour mon territoire dans le cadre de la transition et de la reconversion territoriale, voilà ce que je veux pour ma transition énergétique et donc comment je vais donc construire une politique publique qui me conduira à aboutir à cette dimension. Donc c'est
Cela passe bien entendu par une éducation citoyenne, un investissement, ce rapport au futur, cet éclairage, et ce n'est pas simplement un jeu de mots, de la façon avec laquelle nous allons éclairer l'avenir, et donc dans le rôle du politique, dans sa capacité à générer de la vision, à générer de l'ambition. Donc là, on voit bien que travailler sur l'objectif de cette résilience, ce n'est pas simplement la déclarer, faut-il encore qu'on la mette au service d'une politique future. Dans ce cadre, bien entendu, cela amène à la capacité, vous l'avez dit, tous les quatre, cette capacité que vous ayez à construire du commun. Hein, faut-il sauver l'oiseau ou la route? Faut-il sauver la biodiversité? Faut-il sauver, bien entendu, les vagues, le Grand Palais ou au contraire les dunes de sable? Donc construire du commun, construire du vivre ensemble, construire les ressorts qui permettent de générer cette dimension de la résilience. Donc ça, c'est l'objectif. Deuxième étape, quand on a fixé les objectifs, et encore une fois, ce n'est pas, vous l'avez dit, une sinécure, faut-il doter le territoire, doter l'institution, la collectivité, de toutes les capacités qui lui permettent de répondre, de faire face à ce défi. Les capacités, elles peuvent être bien entendu capacités physiques. Il faut construire du béton, des digues, il faut mobiliser, reconvertir le patrimoine. Une capacité en matière financière, vous l'avez dit, lever des fonds, parce que vous n'êtes pas tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va peut-être plus loin. Et cette capacité financière, notamment dans, je dirais, le gouffre ou l'architecture financière européenne, lever du fonds européen n'est pas non plus donné à tout le monde. Donc ça signifie que l'ingénierie financière doit être également équipée. Et puis cette capacité en matière de gouvernance, et c'est tout l'objet de notre atelier, ce qui implique également de pouvoir créer, là également, de l'agilité. Finalement, un territoire résilient, c'est un territoire innovant. David l'a suggéré à travers sa dernière diapo de conclusion, mais c'est un territoire qui justement génère de l'agilité, où il n'y a pas de viscosité et il n'y a pas de frein, ce qui renvoie là également à une dimension en matière de gouvernance et de frein. Quelle est la capacité de ma gouvernance à générer de la fluidité et non pas à miser sur des concentrations, sur des problématiques publiques locales, sur des biais. On retrouve également des éléments qui nous sont proposés à l'ENAP en matière de déviance organisationnelle, où on a l'habitude de fonctionner autour d'une règle, sauf que la règle elle est à 4 km de la règle légale. Donc ce qui nous conduit parfois à nous tromper de cible. D'où l'idée que si on considère que la gouvernance est un élément important pour pouvoir générer cette résilience, eh bien, vous avez posé, madame et messieurs, beaucoup de questions allant dans ce domaine. Qui doit la mettre en œuvre, mais surtout avec qui? Vous l'avez dit, ce n'est pas un sport solitaire. Avec qui? Quelles sont les parties prenantes qui doivent être posées? Public, privé, à quel niveau? Multilevel, comme on le dit. On a retrouvé le terme de dimension hybride pour pouvoir justement montrer que tout cela va devoir mobiliser un ensemble d'éléments qui relèvent à tous les acteurs du territoire. Encore faut-il que ceux-ci partagent l'objectif, encore faut-il que ceux-ci soient aussi équipés en matière humaine, en matière de capacité à avoir de la vision. En matière de participation, je suis prêt à m'investir pour construire de la résilience. David l'a dit à travers l'éclairage. Encore faut-il que je puisse y percevoir le bénéfice, le rendement. Le sacrifice d'aujourd'hui doit permettre aussi de générer une capacité à pouvoir disposer dans le temps futur d'un retour sur investissement, si je peux employer ce terme un petit peu barbare, mais le retour sur investissement, pas que pour la collectivité locale, mais aussi pour le citoyen, car à un moment donné, la véritable sanction, c'est celle de l'urne, et faut-il encore que ce retour sur investissement soit perçu. De ce point de vue, donc il y a tout un travail de ce point de vue sur la dimension de la lisibilité, de la visibilité autour de la politique qui est mise en place, à quel type de niveau elle doit être positionnée. Donc là, ça renvoie à cette dimension du curseur ou de ce qu'on appelle un peu dans le jargon également de la granulométrie, donc des politiques territorialisées. Ce n'est plus dans le top-down, venant de Bruxelles, s'appliquant via Paris à un territoire, mais comment tout cela est opéré à partir des territoires, donc des place-based policies, comme on le dit souvent, dans cette dimension. Comment vous créez du partenariat et comment à ce moment-là, dans cette capacité à aller capter de la valeur territoriale, on peut essayer, au-delà des dimensions de la décentralisation, de créer de l'émancipation territoriale. Donc ça renvoie à des mots qui aujourd'hui traversent les territoires, tout en se disant que la décentralisation, encore une fois, c'est bien, mais faut-il encore qu'elle soit financée ou finançable? Donc faut-il aussi que les territoires ne fassent pas l'objet, voilà ce que je te donne en matière de compétences, mais voilà aussi ce que je te retire en matière de financement. Donc cette capacité que vous ayez, mesdames, messieurs, à pouvoir aller lever du fonds et à pouvoir financer vos actions. Toute cette dimension qui renvoie aussi dans la capacité de la granulométrie à bien juger du curseur en matière de subsidiarité.
Alors, sous l'angle négatif, je vais faire ce que tu ne fais pas, ou au contraire, sous l'angle optimiste et positif, je ne vais pas faire ce que tu peux faire, et donc à pouvoir justement miser sur les compétences territoriales, sur l'intelligence territoriale, et donc ça renvoie aussi à cette dimension des outils en matière de smart governance et de capacité justement à générer ce savant mélange, cette alchimie entre les différents niveaux. Quand on a dit cela, quand on a fixé tout un ensemble de défis et d'axes qui permettent d'améliorer la gouvernance au service de la résilience, il s'avère nécessaire, et c'était l'objet de la dernière présentation, de pouvoir disposer là aussi d'une capacité à pouvoir la mesurer, l'évaluer. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été proposé et posé par David et Caroline à travers l'action au niveau du territoire d'Agen en matière de transition énergétique et plus particulièrement de maîtrise de la consommation électrique. Mais dans le cadre de cette évaluation, de pouvoir bien entendu avoir de la data, principalement pas de bras, pas de chocolat, pas de data, pas de vision claire et d'efficacité en matière de politique de ce point de vue, et donc de construire des indices, du metrics. Alors, en matière de capacité d'adaptation territoriale, quels sont les éléments, les facteurs clés qui construisent cette capacité d'adaptation du territoire, de pouvoir examiner est-ce que vous êtes, à quel niveau vous êtes pour pouvoir répondre présent face aux risques, face aux chocs. Et dans une autre dimension, quelle est la capacité de notre métrique qui pourrait être l'indice de performance de résilience. C'est une chose de se dire sur un axe, voilà où je me situe, mais voilà aussi comment j'ai été efficace en matière de résilience, et donc de pouvoir croiser cela afin de pouvoir justement positionner le territoire et d'inscrire non pas comme tu l'as dit, enfin, David, non pas comme dans du one-shot, mais dans une dimension dynamique, de rendre évaluable, hein, si on peut employer ce barbarisme, par non pas que l'extérieur, hein, mais d'être audité, mais simplement d'avoir un outil interne qui nous permette justement d'avoir, et vous l'avez dit Stéphane, aussi d'avoir un territoire apprenant, parce qu'il met en œuvre une politique. Tout cela s'inscrit dans cette dimension où il y a du learning by doing territorial. Enfin, dans cet élément, bien mesurer que tout cela, et on l'a bien vu à travers les différents chocs et crises qui se sont passés, avec l'objectif louable des bonnets, face à la crise des bonnets rouges, des gilets jaunes, face à tout ce qui nous a traversé les derniers résultats de dimanche dernier, c'est que bien entendu, la green transition, elle est souhaitable, la résilience, convoquer les objectifs de transition écologique, climatique, faire face au climat, tout cela est louable, à condition, comme on le dit aussi à Bruxelles, de no one left behind, et que cela nous amène à ce que tout le monde puisse participer, que la dimension d'équité également soit repositionnée au cœur du sujet pour les territoires sur lesquels, parce que vous avez à faire face de façon plus proche aux électeurs que ne le sont parfois certains députés ou certains décideurs beaucoup plus éloignés. Donc en quoi la transition est juste? Cette question est aujourd'hui posée au cœur des dimensions de travaux sur la résilience, avec la nécessité de travailler. Est-on plus cigale ou fourmi? Est-ce qu'on aime ou pas le temps long? Est-ce qu'on est, comme tu le dis David, on apprécie cette impatience? Comment je nourris de la patience citoyenne? Comment je projette sur l'avenir? Comment j'apprends à éclairer l'avenir? Parce que comme quand on était petit et qu'on n'aimait pas que nos parents éteignent la lumière dans notre chambre, c'était juste une question d'éclairage. Comment, en tant que responsable, j'ai une capacité à voir le futur? Pour terminer, ça signifie également de nouveau qu'il faut savoir mobiliser des leviers de financement. Vous avez souligné l'axe, bien entendu, des fonds européens, mais toute l'architecture et tout le millefeuille qui, là aussi... Donc l'innovation, finalement, elle n'est pas tant que sur les outils de la transition électrique ou sur la dimension ou l'enjeu ou l'objectif qui pourrait être associé à une transition écologique. Il y a suffisamment de débats ou de rapports du GIEC là-dessus. Mais encore une fois, qui paye ? Comment je rends bankable ces projets, comme on le dit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le privé qui viendra investir verra quelque chose de rentable? Est-ce que mes éoliennes ou est-ce que mon action, mon panneau solaire produit l'électricité au moment où il faut? Est-ce que je suis capable de poser sur la table un ensemble de nouveaux de données et d'indicateurs qui participent de cela? Céline, j'ai terminé. Nous sommes à quelques jours du débarquement, de la célèbre commémoration de ce débarquement, et je reviens qu'en matière de résilience, c'est bien Churchill qui nous disait que le succès n'est pas éternel ou définitif, l'échec n'est pas fatal, ce qui est important, c'est de continuer.